fait les choses. On a un grand principe de liberté de prestation de services dans les transports maritimes, et ensuite, on a donc par un règlement, et on a ensuite un autre cadre juridique qui nous permet, pour ce qui est du cabotage intracommunautaire, de prévoir... c'est pas du tout... Transport, c'est plus intracommunautaire. Voilà, mais c'est pour le cadre, voilà, le cadre général et habituel avec lequel on travaille, parce que vous demandez aussi pour les outils. Donc, oui, les outils, en fait, on en a plein, et c'est celui, voilà, de l'état d'accueil. Le transmanche, justement, les Britanniques sont sortis de l'Union européenne, donc on se retrouve dans un cadre qui n'a plus le garde-fou habituel, qui est celui de l'état d'accueil. En garde-fou, on n'a pas rien, vous le savez tous, on a le contrôle par l'état du port, et contrôle par l'état du port, ça veut dire qu'on a l'application de la Convention du droit du travail maritime, la MLC 2006, voilà, qui permet bien sûr d'aller contrôler les conditions de travail des marins sur une base internationale et agréée au niveau international. Donc ce qui s'est passé, c'est que sur cette base-là, et dans le cadre du Brexit, on a des nouveaux... il y a eu du mouvement et des nouveaux pavillons, des nouvelles pratiques qui sont arrivées sur le transmanche dès 2021. Donc le sujet était bien sûr antérieur en fait à l'initiative législative qui aujourd'hui est notre nouvel outil, et c'est à ça voilà, qu'on va arriver en décrivant la loi Legac, la loi transmanche. Donc en tout cas, c'est cette idée de ne pas aller au rabais sur les normes sociales et de travail des marins. Donc 2021, on a vu arriver des pavillons européens, mais qui n'étaient pas ceux des États desservis, voilà, alors qu'on était dans un contexte très habituel de deux compagnies qui opéraient entre France et Royaume-Uni sous pavillons nationaux. C'était Chypre, pour reprendre le Chypre. En mars 2022, donc on a eu cet événement qui nous a tous collectivement marqués, qui était le licenciement des 800 marins de P&O, marins britanniques, pour... Non, en visio. Donc brutalement, voilà, licenciement brutal de ces marins-là, pour ensuite en rembaucher une partie, mais à des conditions du coup sociales et de travail très dégradées, très inférieures. Ensuite, on a en novembre 2022 donc un appel assez fort qui faisait écho du coup à ce licenciement brutal, qui était celui de tous les acteurs du transmanche, donc en France, qui s'appelle l'appel de Saint-Malo, avec donc, évidemment les armateurs, les parlementaires et puis les élus régionaux également, voilà, faisant un appel à temps, incitant en fait à ce qu'il y ait une réaction concrète, donc juridique évidemment et aussi politique, qui a été suivi des faits. Donc le licenciement des marins de P&O, c'était quand même en pleine présidence française de l'Union européenne, qui s'est tenue là de janvier à juin 2022, et qui avait justement à son ordre du jour, voilà, il y avait beaucoup d'initiatives de protection des marins et de lutte contre le dumping social. Donc en fait, on avait un contexte politique. On sait que c'est difficile, c'est pas un sujet facile au niveau européen, parce que la présidence française avait plus fait de la pédagogie que de prise de décision. Alors, on avait fait avec les moyens qui étaient les nôtres, oui. Effectivement, on a pu faire de la pédagogie, mais on n'avait pas la manœuvre, surtout le programme de travail de la Commission européenne, bien sûr. Mais en tout cas, c'était voilà, un premier mouvement important. On a eu, donc du coup, au niveau du gouvernement, voilà, une suivi et une implication vraiment très précise sur le sujet de la lutte contre le dumping social. On a pu commencer des travaux au sein du Conseil supérieur de la marine marchande, donc qui a pour caractéristique le fait d'être tripartite, donc avec les organisations syndicales, avec les armateurs et avec l'État dans différentes composantes impliquées dans le maritime. Voilà, qui a donné, j'ai ma présidente devant moi, Christine, et Jean-Marc n'a pas pu se joindre, mais il était rapporteur donc, du coup, de ces travaux-là, dans lesquels vraiment les organisations syndicales étaient aussi très impliquées. Donc tout le monde a pu mettre son expertise sur la table pour avancer conjointement. Donc c'était en parallèle d'initiatives législatives portées par le député Legac. Alors on a même été très riche au niveau des initiatives législatives, puisqu'on a eu 3 propositions de loi portées par 3 députés différents qui se sont ensuite mis ensemble pour cette proposition de loi. Dont 2 qui ne sont plus élus d'ailleurs. Je ne sais pas si ça leur a pas porté bonheur, parce qu'il y en a 2 qui ont perdu leur siège de député au dernier renouvellement. Donc, sur les 3. Il n'y a que Didier Legac qui a été réélu. C'est ça, moi je trouve ça plutôt beau et plutôt pas mal. Mais en tout cas, ça nous a permis de bien avancer, et donc d'avancer sur quoi ? Sur 2 points très précis, qui sont imposer un salaire minimum, le salaire minimum horaire français, et imposer des rythmes de travail particuliers. Si on avait été plus loin, il y a eu des amendements d'ailleurs dans le cadre de ces travaux législatifs pour aller plus loin, on se mettait vraiment en péril du point de vue de la conformité au droit européen et au droit international. Donc en fait, on est resté, on est donc collectivement, c'est vrai que je parle un peu de cispartisanisme, parce que les parlementaires ont porté, les armateurs ont poussé, les organisations syndicales étaient là et poussaient également, et puis l'État, le gouvernement était dans son rôle également, et tout le monde est allé dans le même sens.
pour rester sur ces 2 jalons les plus solides, nous permettant de juguler une déréglementation ou une dégradation des normes sociales et de travail des marins sur le transmanche. Donc la question, le sujet qui est important également, on y reviendra à plusieurs reprises, mais c'est effectivement la mise en œuvre de ce dispositif. Donc c'est un dispositif législatif qui a été adopté en juillet 2023, qui est en œuvre depuis, donc qui est vraiment en vigueur de manière pleine et entière depuis le 24 juin 2024, donc c'est relativement récent. L'application des décrets d'application. Voilà, les décrets d'application qui prévoyaient un délai de 3 mois de mise en conformité par principe. Il y a une petite exception, mais en tout cas, le principe, c'était ça. Et donc, ces décrets sont fondamentaux. Le décret, donc il y a un décret simple, un décret en Conseil d'État. Le décret en Conseil d'État, il vient vraiment pétrir le champ d'application de la loi, donc préciser que ce n'est que pour le transmanche, préciser quelles sont les conditions de toucher, de fréquence, parce qu'on est vraiment sur la ligne régulière de transport de passagers entre la France et le Royaume-Uni ou les îles anglo-normandes. Et on a un décret simple qui vient aussi poser, qui vient chiffrer les rythmes de travail imposés, donc avec une logique de 14 jours en mer et 14 jours de repos à terre, voilà, rythme de travail imposé, avec quelques exceptions aussi pour les élèves et deux exceptions en tout cas qui passent à 21 jours, mais on va rester sur le principe de 14-14. Et un décret simple qui vient concrètement dire quels sont les documents à mettre à disposition pour faciliter les contrôles. Donc on arrive du coup au sujet du contrôle, dont toutes les conditions ont été créées d'un point de vue... Une petite question liminaire, on va parler des contrôles. Anne, est-ce que ces textes français font l'objet de contestations au niveau européen, ou c'est simplement un échange, un dialogue constructif, on va dire, entre la France et la Commission européenne, ou est-ce qu'il y a déjà des procédures qui ont été lancé par les deux, mon capitaine. Donc, ce qu'on a fait, c'est que depuis le début, en fait, on a une grande transparence dans nos travaux avec la Commission européenne, avec la direction générale, enfin la DG Move, qui a vu la proposition de loi arriver, qui a vu les projets de décret d'application. Donc, évidemment, on a une Commission européenne qui est un peu surprise. C'est novateur. Cette initiative française et cet outil français est vraiment novateur. On sent bien qu'il y a un enjeu de protection du marin, qui est un enjeu de sécurité maritime, et donc il y a un axe de soutien et de compréhension de la part de la Commission. Pour autant, il y a aussi des plaintes qui sont déposées, donc on vient au deuxième volet des deux mon capitaine. Il y a des plaintes qui ont été déposées et qui ont généré, sans célérité particulière de la part de la Commission européenne, ce qui est plutôt, ce qui pour nous était un bon signal, même si on reste toujours vigilant. Mais donc une procédure qu'on appelle EU Pilot, qui est une procédure d'enquête de la Commission qui dure pendant plusieurs mois, qui peut s'étendre aussi, et qui vient nous poser des questions, qui vient nous poser donc 6 axes de questions particulières sur la conformité au dispositif, au droit européen et au droit international. Des plaintes, il y en a eu plusieurs. Enfin, on peut savoir venant de qui. Nous, on les a pas vues passer. La Commission nous a pas informés, mais je pense qu'on peut à peu près savoir de qui. Ok. Il y en a 2. Ok, parce qu'il y a effectivement 2 armateurs qui ont refusé de signer la charte d'engagement, donc on peut les citer, parce que le ministre précédent, Hervé, disait name and shame, donc P&O et AMSHA. Alors name and shame, on en reparlera justement, parce que là, les contrôles commencent, mais la charte volontaire d'engagement, c'est quelque chose d'important et merci de le souligner. Donc, en parallèle des travaux législatifs, des travaux préparatoires législatifs, les armateurs et les organisations syndicales, et donc avec l'État, se sont mis autour de la table en disant, bon, quoi qu'il en soit, ce dispositif législatif, on ne pourra pas adresser tout ce qu'on souhaiterait qu'il adresse, qu'il traite en termes de conditions de travail, heures supplémentaires, accompagnement, mesures d'accompagnement social, etc. Et donc, on voudrait, donc ça c'est les 9 points en fait qu'on connaît par ailleurs dans l'autre dispositif qui est celui de l'état d'accueil. Les armateurs se sont dit, nous on va montrer qu'on veut vraiment aller dans ce sens d'une logique totalement entière et état d'accueil, même sur le transmanche. Donc on ne pouvait pas le faire juridiquement de manière obligatoire, mais par contre le fait que Brittany Ferries, que DFDS, que Stena Line et Condor Ferries en fait aient pu signer, donc en présence du ministre, donc Berville à l'époque, et aussi de son homologue britannique, Baroness Weir, aient pu signer en juillet, donc au moment de l'adoption de la loi, en fait et attester de leur volonté d'aller vraiment
dans le dispositif plein entier de l'état d'accueil sur le transmanche est vraiment à saluer. Voilà. Donc, et d'ailleurs, cette charte volontaire d'engagement, elle est toujours ouverte. On a cru à un moment donné que Piano allait en être, et voilà, ça s'est pas fait, mais nous, on perd pas espoir, et en tout cas, c'est vraiment ouvert à la signature. Une petite question sur le dispositif britannique miroir. Où est-ce qu'on en est dans l'adoption du texte par les Britanniques? Excellente question aussi. Donc en fait, eux, ils ont leur dispositif, leur base législative, le Seafarers Wages Act, depuis mars 2024. Mars 2024 ou mars 2023, j'ai un doute du coup. Qui c'est? Alors en fait, j'ai mes équipes formidables qui sont dans la salle. Le dispositif britannique, mars 2023 ou 2024? 2023 pour l'adoption. Ouais, je pense. Et voilà. Et pour tout ce qui est pour tout ce qui est mesures d'application, ils sont comme nous, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Et les mesures d'application, en fait, elles viennent d'être adoptées et elles sont en vigueur au 1er décembre. Ce qui fait qu'en fait, le dispositif britannique plein et entier, donc il ne porte que sur le salaire minimum. Mais pour le coup, les temps d'embarquement, ils n'ont pas légiféré dessus. Hein. Non. Donc que sur le salaire minimum, mais quand même le salaire minimum sera en vigueur le 1er décembre. Et ce qui nous permettra, enfin on le développera peut-être après aussi, mais ce qui nous permettra, nous, d'envisager des contrôles coordonnés avec nos homologues britanniques du Department for Transport pour que justement on ait que nos contrôles se fassent écho. Et le gouvernement travailliste a aussi engagé une loi travail plus générale qui devrait normalement permettre d'interdire ce que Piano a fait par visio, comme disait Étienne Mélanie. On ne devrait plus pouvoir remplacer des gens comme ça si facilement en Grande-Bretagne. Enfin, on peut le souhaiter. Et nos homologues du coup, de l'administration maritime britannique ont été très impliqués dans ces travaux-là, justement. Ok. Leïla Mesli, vous êtes commissaire de bord chez Brittany Ferries et élu au CSE et puis aussi délégué au bureau national de la CFE-CGC. Cette histoire de contrôle, j'imagine qu'il n'y a que ça qui vous intéresse vraiment. C'est un texte, c'est très bien, mais encore faut-il qu'il soit appliqué et que ceux qui ne l'appliqueraient pas soient sanctionnés. Oui, alors bonjour à tous. Et tout d'abord, merci Thibaut de nous avoir conviés à ces échanges sur un sujet qui nous est cher. Alors le plus important dans tout ça, c'est la prise de conscience politique de l'équilibre entre les temps d'embarquement et les temps de repos. Ça, c'est la base. Alors évidemment, il faut le contrôler. Donc Anne évoquait tout à l'heure les contrôles. Je crois savoir qu'il y a eu un seul contrôle. Du résultat, on ne peut donc en faire une généralité. Donc il faut plus de moyens. Quel résultat, s'il vous plaît? Avec plus de formation pour les réaliser. Parce que le risque dans tout ça, c'est la survie du pavillon français, la survie des marins français, la survie des ENSM, la survie de l'ENIM. Et d'ailleurs, vous l'évoquez très bien dans le rapport contre le dumping social qui a été fait par le Conseil supérieur de la marine marchande, dont Jean-Marc Rouet en est le rapporteur. On est sur la même longueur d'onde côté armateur et Gatling. David Marteau, vous êtes un opérateur ferroviaire, mais directement concerné par ces questions de dumping social, parce que la conséquence, et Étienne Mélanie dira aussi, c'est d'abord pour vous une baisse, une guerre tarifaire massive, puisque si on a des coûts d'exploitation inférieurs, évidemment, on peut baisser ses prix. Bon, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous, et merci de nous accueillir, de nous permettre de nous exprimer sur un sujet aussi important que le dumping social. Tout d'abord pour vous dire que nous sommes concernés, nous appartenons au monde ferroviaire et routier, mais nous sommes directement concernés donc, par des affaires maritimes. Ça peut paraître un peu étrange, mais bon, c'est une singularité propre au tunnel sous la Manche, ça a été conçu de cette manière. Nous opérons dans le cadre d'une concession de très long terme, conclue avec les États français et britanniques. C'est une concession assimilable à une concession du service public, c'est-à-dire que nous assurons un service en temps réel, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Des quantités de trafic assez importantes passent par le tunnel. 25% de la valeur marchande des marchandises entre l'Union européenne et le Royaume-Uni transitent par le tunnel sous la Manche. Nous avons des départs assez fréquents toutes les heures. On peut monter jusqu'à 7 départs par heure pour le trafic de camions, un peu moins pour les passagers. Quoiqu'en période de pointe, ça peut monter aussi au-delà de 2 heures de départ, ce qui est quand même pas mal. C'est l'autoroute ferroviaire la plus fréquentée au monde. C'est très, très, très chargé. Donc c'est quelque chose qui explique que effectivement, il s'agit d'un problème concurrentiel, effectivement,
Nous opérons une activité qui est la même que celle des ferries, nous transbordons des véhicules. Et votre cadre social, c'est celui du monde ferroviaire? C'est une convention collective Alors, nos salariés, effectivement, relèvent du cadre social français ou britannique, du droit du travail terrestre et des conventions collectives qui s'y rapportent. Ce qui explique qu'on se retrouve dans une situation... C'est relativement équivalent des deux côtés de la Manche? Il y a des points de ressemblance, mais on arrive à la mise en place d'un régime qui est relativement harmonisé entre les deux régimes. Il y a une organisation avec notamment un GIE du côté français qui permet l'organisation des ressources mises à disposition auprès de la concession notamment. C'est quelque chose d'un peu particulier. Et comparé au régime des marins, au régime social des marins, on est dans des coûts à peu près identiques? Non, on se retrouve quand même dans des conditions qui sont complètement différentes. Le régime ENIM et le régime terrestre qui est le nôtre est complètement différent. Mais pour autant, si on baisse les prestations accordées aux marins, vous êtes directement concerné? Absolument, c'est pour ça que la problématique du dumping social nous a beaucoup inquiétés, puisque nous sommes dans un cadre particulier, une concession qui a été conçue sans qu'il soit possible de faire appel à des fonds publics. C'était la condition qui avait été mise au départ par Margaret Thatcher dans les années 80 du siècle. Oui, on ne rigolait pas avec ça. On peut compter que sur nous-mêmes, en fait, pas de subvention. Donc c'est la grande difficulté. Donc on exploite de cette manière. Donc c'est un problème économique, mais surtout c'est un problème social également, qui inquiète nos salariés, nos représentants syndicaux. Et je souligne d'ailleurs que ce point est tellement important qu'ils n'ont pas hésité à faire le déplacement aujourd'hui pour venir ici et se faire entendre d'une certaine manière, être présents, montrer leurs préoccupations, parce que le sujet présente de nombreux risques sur le long terme. On peut craindre effectivement une sorte de nivellement vers le bas des conditions, c'est ce qui nous inquiète. Et puis également, c'est un problème, au-delà de ça, aussi humain et de sécurité. On a des pratiques dans les eaux françaises et les eaux européennes qui relèvent d'un autre âge. Certaines compagnies ne doivent leur survie, leur pérennité économique au simple maintien de ces pratiques. C'est quand même quelque chose de complètement inadmissible. On a vu que sur un plan européen, que l'Union européenne n'avait pas hésité à agir en matière de dumping social routier. On pense à la directive sur les travailleurs détachés, par exemple. Pourquoi ne devrait-il pas exister l'équivalent pour le monde maritime? Voilà, c'est une interrogation que nous avons. En termes de sécurité également, c'est très important, puisqu'il s'agit pour les ferries de traversées relativement courtes, de quelques dizaines de milles, donc sur un détroit extrêmement chargé, où nous avons donc des ferries qui vont croiser la route de nombreux cargos qui font les allers-retours avec la mer du Nord. Donc en termes de sécurité, c'est compliqué. Par ailleurs, les trajets sont non-stop sur ces quelques dizaines de milles. Il y a beaucoup de manœuvres d'entrée, de sortie de port, donc les marins qui sont embauchés n'arrêtent pas. Ils sont dans des conditions de sécurité qui sont largement critiquables. Donc voilà, donc un certain nombre de préoccupations qui sont bien là au jour d'aujourd'hui. Ça bouge assez vite pour vous, tout ce qui a été adopté. Est-ce que vous êtes satisfait de l'évolution de la législation concernant le maritime, donc votre concurrent, et en même temps... Lorsqu'on a vu arriver ces pratiques, on s'est réjoui de la réaction très rapide des pouvoirs publics, tant du côté français que du côté britannique, et on a accompagné donc le développement de la loi Le Gac à l'Assemblée nationale et au Sénat. On a été également en contact avec les services de la DG ANPA, les services de M. Banel, et on ne peut que féliciter l'ensemble des pouvoirs publics pour la réaction rapide qui a été celle que nous avons pu observer. Même chose du côté britannique. Nous sommes une société franco-britannique. Des actions de relations publiques ont été aussi entamées vis-à-vis du ministère des Transports. Et nous nous réjouissons des évolutions notamment récentes. Madame Grejouet faisait référence avec le Seafarer Wages Act 2024 qui permet de préciser les conditions d'application du premier acte. Nous avons commencé à comparer, il y a quelques petites différences, notamment sur la notion de toucher de port. Bon, c'est 120 dans les deux cas, mais on remarque que dans le régime britannique, c'est 120 par service et non plus pas forcément par bateau. Donc il y a quelques petites différences qui se posent quelques petites questions à ce stade. Mais bon, c'est quelque chose qui est tout à fait bienvenu de la part du nouveau gouvernement travailliste, sous l'impulsion de Mme Louise Hay, qui est la secrétaire au transport. Donc aujourd'hui, situation d'attente, le cadre juridique, il est là, la loi, les décrets d'application. Nous avons compris que la période estivale avait été mise à profit pour former les futures personnes habilitées à faire des inspections. On nous avait dit donc la rentrée serait l'occasion de débuter les premiers contrôles. Donc aujourd'hui, question, où en sommes-nous de ce point de vue des contrôles? Concrètement, comment vont-ils se dérouler? Quel est le niveau
de relations avec les autorités britanniques. Madame Le Grégeois faisait référence à une possible forme de synchronisation des contrôles, ce qui serait tout à fait bienvenu. Et puis, enfin, une dernière réflexion que je vais juste mentionner. Madame Le Grégeois faisait référence tout à l'heure au régime de l'état d'accueil. C'est simplement une réflexion. Avec le recul, on se pose la question de savoir si, quand même, dans le cas du Détroit, ce régime ne pourrait pas trouver à s'appliquer, puisque nous sommes dans une configuration un peu particulière où les eaux françaises et les eaux britanniques collent les unes à l'autre, se font face, il n'y a pas d'eau internationale. Donc les marins se trouvent soit en eau française, soit en eau britannique. Et on voit que d'après le Code des transports, d'après un article, une des conditions de l'application de ce régime est le fait que l'activité principale doit se situer dans les eaux françaises. Donc, forme de questionnement sur la possible application de ce régime, étant donné que si on suit une ligne entre Calais et Douvres, si on prend la ligne orthodromique, comme le terme consacré, la majorité d'un trajet va se faire dans les eaux françaises. Donc voilà, des questions et une forme de questionnement sur la possible application de ce régime. Voilà. On répondra plus tard, Anne. Étienne Mégani, vous êtes directeur de DFDS en France, vous avez 800 marins, vous-même vous êtes un ancien marin. Donc, je vais être coupable. On a 2 marins sur 4 personnes, 2 femmes et sur 4. On est vraiment une table ronde merveilleuse. Vous dites la même chose que David Marteau, vous êtes dans les mêmes problématiques avec le fait que vous avez le régime social des marins qui s'applique, et donc tout ce qui est modifié par vos concurrents, effectivement, ça a un impact direct sur la concurrence, hein, sur la manière dont vous-même vous pouvez exploiter vos navires. Oui, absolument. Alors c'est un enjeu qui est majeur. Je pense qu'il faut saluer le travail qui a été mené par le député Le Gac, par mon prédécesseur aussi, Jean-Claude Charlot, qui est là. Qui aurait bien aimé être là, Didier Le Gac, mais il est au Congrès des maires à Paris. Voilà. Qui était là hier, souligner que la Britannique Ferries a été évidemment fortement impliquée, les services de l'État aussi, côté britannique également, et il est quand même à noter, enfin je trouve que c'est assez formidable avec le secteur, c'est que sur des sujets éminemment structurants, on arrive à tous aller dans le même sens et à finalement aboutir à des résultats très concrets en un temps absolument record. Je crois sincèrement que la loi Le Gac n'est pas une micro-mesure qui concernerait un territoire géographique restreint. Je crois sincèrement qu'il y a là la première pierre d'un édifice plus large, qui est la question sociale au niveau européen. C'est très intéressant de regarder la construction européenne depuis ses débuts à maintenant. L'un des principes directeurs, et Anne Le Grégeois l'a très justement souligné, c'est la libre concurrence, pure et parfaite, hein, donc avec une approche assez rigoureuse de la question. Et on voit à travers les décennies que cette question de la libre concurrence a eu un effet de bord, qui est de faire émerger des opérateurs avec parfois des conditions sociales ou un modèle social qui était moins disant. Et c'est notamment particulièrement le cas des compagnies aériennes. Aujourd'hui, je crois, alors déjà que c'est un peu à rebours de ce qu'était la notion de libre concurrence initialement, hein, puisque alors c'est un peu un télo comme propos, mais enfin c'était vraiment dans un esprit néoclassique pour ceux qui aiment les théories économiques, et la théorie néoclassique veut que le progrès soit à la fois économique mais aussi social. Et de ce point de vue-là, je ne suis pas sûr que tout était correctement mené. Maintenant, je pense qu'on est à une époque charnière parce qu'il y a une question d'acceptabilité sociale derrière ça. Et on voit aujourd'hui que le projet européen tel qu'il est mené, il y a un décalage de plus en plus grand entre ce projet européen et la perception qu'en ont les citoyens. Et quand on commence à développer, dessiner et déployer des politiques publiques qui ne sont pas comprises par les citoyens, forcément il y a un vrai enjeu qui se pose. Et je pense qu'il y a un autre enjeu qui est celui des entreprises qui, et certaines le font très bien, et je crois qu'on n'est pas parfait, mais en tout cas on essaie de faire au mieux, c'est qu'on a une responsabilité sociétale et sociale, et que ce ne sont pas que des mots, et que ça doit se traduire par des actions très concrètes. Et par exemple, pour DFDS, alors qu'il est une compagnie qui est vraiment très heureuse d'être le deuxième employeur de marins français, on est une entreprise européenne, et on a donc un certain nombre de pavillons européens. Mais il y a un socle social en dessous duquel on n'ira jamais, parce qu'on considère qu'on a une responsabilité à l'égard de ça. Et moi, je vous le dis, parce qu'on est en famille, hein, mais à titre perso, je veux pouvoir mener les choses et me regarder dans le miroir, quoi. Et je pense que vraiment, on est à un tournant de ce point de vue-là. Le socle social d'exploitation de DFDS est à peu près le même, quels que soient les pays où vous êtes présents? Alors, nos élus, et j'en vois certains, vous direz que non si on rentre dans l'intimité effectivement des pavillons. Mais après, ce qu'il faut regarder, c'est le niveau de vie, la qualité de vie, l'équilibre vie pro-vie perso. Et on voit d'ailleurs que ces questions-là, je
je veux pas parler comme un vieux, comme un vétéran, mais chez les plus jeunes, ce sont des sujets qui comptent, et donc ça nous oblige d'autant plus. Mais oui, si vous regardez dans l'ensemble, on est quand même extrêmement bien lotis. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui coûte cher, dont on est très fier. Il ne s'agit pas de le remettre en cause. Et nous, ce qu'on demande en fait derrière ça, c'est on ne veut pas d'argent public, on veut simplement travailler à armes égales. Et je pense que c'était l'objet de cette loi. Alors évidemment, il y a un certain nombre d'interrogations pratiques sur la mise en œuvre de cette loi, la question de l'alignement entre les pratiques britanniques et françaises, la question des contrôles, la question de l'interprétation qui sera faite, de la maritimisation aussi probablement de l'inspection du travail, puisque ce seront des contrôles qui seront menés pas que par l'inspection du travail. Ça nous avait été annoncé par Hervé Berville aux Assises à Lille il y a 2 ans, de faire un pool commun, inspection du travail, affaires maritimes. Je ne sais pas si c'est fait. Oui, et je pense que il n'y a pas je veux dire, le maritime, c'est complexe, mais en même temps, c'est à la portée de beaucoup d'entre nous. Donc voilà, il y a juste une marche, et c'est vrai que c'est quand même un secteur où il y a des particularités, et je pense qu'il faut en tenir compte. Et voilà. Mais moi, je vais vous dire, je suis assez confiant pour la suite. Alors certains diront peut-être que je suis... moi, je pense que je suis un éternel optimiste, mais peut-être penseront que je suis naïf. Mais je pense que c'est le début de quelque chose de plus grand. Et chez DVS, on est extrêmement fiers d'être à l'avant-garde de tout ça. Parce que pour vous, la construction européenne ne survivra pas si finalement on mettait complètement à l'écart les questions d'harmonisation sociale et de bien-être social. Je pense que si la construction européenne n'intègre pas le fait social, malheureusement, c'est plutôt de la déconstruction européenne qu'on aura. Et on voit d'ailleurs en plus qu'on a un bouleversement du paysage politique au niveau européen qui est majeur. Donc, est-ce que ça nous aide, ça? Est-ce que ça va dans le sens de davantage d'harmonisation sociale? Parce que l'Europe semble un peu effritée de partout. Les Allemands se cherchent, les Italiens, c'est pas forcément un régime modèle sur le plan social. Enfin bon, il y a un certain nombre de pays qui ne sont pas forcément favorables à... Oui, tout à fait. Alors j'ai beaucoup aimé la réponse de Rodolphe Saadé sur l'élection de Trump où il a dit on s'adaptera, donc je vous réponds là. Ok, on s'adaptera. J'ai raccroché les gants de la politique en mai 2022, donc je m'interdis de me prononcer là-dessus. Okay. Thibaut, je voulais rebondir sur les contrôles et revenir sur les 800 marins qui ont été licenciés. En fait, à partir du moment où les 800 marins ont été licenciés et la date du premier contrôle, il s'est passé 2 ans. 2 ans pendant lesquels, c'est important de le rappeler, toutes les compagnies françaises ont été mises à mal, elles ont été mises à terre. Et heureusement qu'elles sont résilientes. Alors bon, certes, on a été aidé heureusement par des prêts, qu'on doit rembourser d'ailleurs à l'État, aux régions. Et aujourd'hui, les entreprises maritimes ont 2 enjeux à tenir. Pas que le social, l'environnemental et le social. Et il ne faudrait pas, et le risque, c'est que le dumping social empêche d'être au rendez-vous de ces 2 enjeux. Et on rajoute à cela la taxe carbone, les ETS, ça a été largement abordé hier par le président de l'Armateur de France. Il ne faudrait pas que la taxe carbone pousse les armateurs, les armements, à aller vers un modèle social low cost. Low cost. À la fois 2 ans entre la date du licenciement des marins de P&O et l'adoption d'un dispositif, on peut dire que c'est beaucoup, mais c'est aussi assez rapide finalement dans un dispositif législatif dans un pays comme la France. Je pense qu'en tout cas du point de vue des parlementaires et de l'administration, oui, on est plutôt dans un processus rapide. C'était aussi 2 ans d'accompagnement. Lila, tu parlais tout à l'heure de prise de conscience politique. Je pense que elle était avérée et tu l'as saluée. Donc ça, je pense que c'est vraiment important. C'est ça aussi qui a dynamisé le processus. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a une prise de conscience au niveau des actionnaire et des investisseurs. Et donc ça, c'est l'effet, on va dire, secondaire, mais non moins important de toute la démarche. Donc à partir du moment où la loi a été adoptée, c'est évidemment dans le dur des obligations chiffrées, avec des sanctions chiffrées, qu'elles soient administratives ou pénales, qui sont évidentes pour un décideur, un investisseur, et un actionnaire d'une compagnie maritime.
Donc on a cet effet en fait qui est vraiment fondamental, et en fait on l'a vu. Donc justement on parlait d'un contrôle, d'une mise en route. Donc oui, il y a eu un contrôle et un seul. Bien sûr on aimerait bien qu'il y en ait plus. Dans la salle on demandait des résultats. Est-ce qu'on peut communiquer sur des résultats? C'était pour faire le lien avec l'idée sur la prise de conscience des investisseurs et des actionnaires, en fait, en tout cas des décideurs des compagnies du transmanche. En fait on peut pas ici faire état de la totalité du contrôle qui est encore en cours, parce qu'il y a un temps sur place, et ensuite il y a un temps documentaire, d'analyse, et vous savez combien c'est, enfin Lila, tu connais ça par cœur, vous savez combien c'est compliqué de rentrer dans toute cette documentation pour avoir des contrôles robustes, aux résultats robustes, et du coup des PV d'infraction, ou des décisions en tout cas administratives robustes également et inattaquables. Donc en fait ce contrôle a eu lieu. Donc, juste avant d'y revenir, enfin, ça fait un peu teasing alors que ça va aller vite, mais autour de ce contrôle, il y a justement la mise en œuvre de la task force dumping social, donc, qui permet aujourd'hui une collaboration exemplaire et vraiment très étroite entre les agents de contrôle de la Direction générale du travail et les agents de contrôle des affaires maritimes. Donc concrètement, en fait, on a une stratégie. Alors, stratégie, ça vous donne peut-être des boutons, mais l'idée, c'est la façon dont on s'organise au niveau de l'administration pour mettre à bord deux administrations et qu'elles se parlent. Donc c'est un vrai travail interministériel. On a du coup une stratégie écrite et déclinée au niveau national. Ça c'est depuis juin 2023. Donc on n'a pas traîné dans l'adoption et dans cette dynamique-là, dans le fait de lancer cette dynamique. Et elle est en train d'être déclinée au niveau local. Donc concrètement, tous les services des directions régionales de l'économie, de l'emploi et du travail, et toutes les directions interrégionales de la mer, toutes les directions régionales, interrégionales de la mer, toutes les DIRM, voilà, parce qu'on est entre nous, ça va plus vite. Donc toutes les affaires maritimes sont en train de travailler ensemble pour que ISN, inspecteur de sécurité des navires, des centres de sécurité des navires et leurs compétences affaires maritimes, et inspection du travail avec les inspecteurs du travail, mettent leurs compétences ensemble, conjointement, et que chacun apporte son expertise qui est extrêmement complémentaire. Enfin, l'inspecteur de sécurité des navires permet un accès facile aux navires et une compréhension de l'environnement dans lequel évoluent les marins, permet aussi une compréhension des listes d'équipage, là où l'inspection du travail, elle va regarder va regarder l'organisation du travail, le salaire minimum, et va pouvoir éplucher les contrats de travail. Donc en fait c'est vraiment une compétence conjointe et indispensable. Donc ça c'est vrai que ça a pris un peu de temps, mais ça s'est fait quand même de manière très rapide à l'échelle d'un déroulement de politique publique. Donc je pense que c'est quand même à saluer. Juste deux petites choses. Ça restait un dispositif nouveau, donc c'est quand même important aussi de voir tout ce qui nouvellement a été mis en œuvre. Donc ça c'est tout le contexte qui a mené au fait d'arriver à faire ce contrôle en septembre sur une compagnie battant pavillon étranger, une compagnie étrangère. Et le contrôle, les premiers éléments qu'on a, mais on ne peut pas les dévoiler parce que le contrôle est en cours et qu'en fait on veut bien s'entendre avec la Direction générale du travail et de manière sur le long terme, parce qu'en fait tout ça se jouera sur le long terme, sur ces contrôles de long terme, pas dans la quantité parce qu'on ne peut pas, on n'a pas assez de personnel pour ça, mais dans la qualité. Et donc ce contrôle mène au fait qu'on a une compagnie avec des décideurs de cette compagnie qui se mettent en conformité. Voilà, donc ça c'est le premier signal qu'on a, on continue le contrôle, et bien sûr d'autres suivront en 2025. Je remontais juste sur cette question des actionnaires, parce qu'on a eu une polémique en Angleterre, là je parle, enfin vous avez suivi ce qui s'est passé avec DP World, donc actionnaire de P&O, qui a été à un moment qui devait participer à un grand sommet d'investissement en Angleterre, qui finalement a dit qu'il la presse britannique a dit qu'il n'y participerait plus parce qu'ils avaient été quelques jours plus tôt qualifiés de patron voyou, enfin par un ministre du gouvernement travailliste. Est-ce que ça compte aujourd'hui le fait que l'image sociale d'un grand groupe, DP World, c'est émirati certes, mais ils tiennent aussi à leur image? Est-ce que ça peut compter pour faire bouger les choses en tant que représentant de groupes importants? Vous y croyez, ça? Oui, de notre côté, très clairement, on est de plus en plus attentif effectivement donc, à tout ce qui est image de l'entreprise auprès des investisseurs, des actionnaires. Et d'ailleurs, il y a des réglementations donc, qui commencent à apparaître, comme la réglementation CSRD, qui prévoit des formes de reporting sur le respect sur par l'entreprise. Extra-financier, énorme extra-financier. En plus du financier, effectivement, sur des aspects humains, sociaux. Et très clairement, on est très concerné par ce niveau de reporting. Donc les entreprises françaises, et dans cette mesure extra-européenne, d'après ce que je comprends, seront obligées effectivement de s'astreindre à une forme de reporting sur leur propre respect de standards sociaux minimaux, y compris au niveau humain. Ça peut faire bouger les choses, ça peut être la législation européenne.
on peut le penser effectivement sur le long terme, donc ça devrait permettre, in fine, auprès des investisseurs, des actionnaires, de faire bouger les choses. Les clients également devraient être sensibles effectivement à l'image donnée par ces entreprises. Et cette image déplorable de P&O, y compris côté britannique, enfin surtout côté britannique, est-ce que ça a eu un impact, est-ce que vous avez mesuré, vous, auprès de vos clients, un impact oui. C'est la meilleure façon de faire bouger les choses, que les clients disent non, mais je ne prends pas cette compagnie parce qu'ils font n'importe quoi. Je ne ferai pas le procès de nos concurrents parce que ce serait manquer un peu de hauteur de vue, mais par contre, je pense que la question du consommateur au centre de tout ça, elle est majeure. Et finalement, est-ce que nous, collectivement, on n'a pas une responsabilité sur ce sujet-là? C'est un peu d'ailleurs faire le parallèle avec l'agriculture. Hein. Sur le principe, à chaque fois qu'on a une crise, qui sont d'ailleurs malheureusement récurrentes, on est tous d'accord pour dire que les agriculteurs doivent vivre de leur travail de façon décente. Et lorsqu'il s'agit de passer à la caisse, il y a forcément moins d'adhésion. Mais je pense que sur la question du transport, c'est à peu près la même chose. Alors c'est facile de dire ça quand on gagne correctement sa vie, et quand vous voyagez en famille, tout de suite, les prix ne sont pas les mêmes. Mais je pense que la conscience, ou en tout cas la prise de conscience par le consommateur est absolument primordiale. Je ne sais pas comment on y parvient, ou en tout cas comment est-ce qu'on y parvient à un niveau qui soit suffisant et dans un temps qui soit raisonnable. Je pense qu'il faut continuer de communiquer et surtout il faut qu'on soit en mesure d'apporter une qualité de service qui soit la meilleure. Et je crois pouvoir dire, alors, je ne suis pas du tout objectif, mais je crois pouvoir dire que sur Calais Douvres et Dunkerque Douvres, on a une qualité de service qui est... Pavillon en français, c'est quand même un personnel français à bord, ça oui, notamment pour les transporteurs, certains transporteurs, quand vous avez des chauffeurs routiers français, ils sont quand même attachés d'avoir c'est quand même des métiers assez solitaires, donc de pouvoir parler sa langue maternelle sont des choses qui comptent. Et puis, on a une qualité de service qui est reconnue, et ce qui nous a d'ailleurs permis, malgré toutes les difficultés qui ont été évoquées, avec un environnement concurrentiel qui est extrêmement dur, de conserver nos parts de marché. Donc, Leïla, je voulais réagir. Oui, je voulais réagir sur les contrôles et la nécessité de la fréquence des contrôles pour maintenir une certaine pression, pour maintenir la pression, maintenir la peur des sanctions. On a entendu le ministre hier dire qu'il allait accélérer les contrôles. Alors, je sais pas ce que ça signifie concrètement. Anne, c'est un peu la patate chaude. Mettre tout le monde d'accord, en fait, et on est tous d'accord, on est tous tournés vers cet objectif d'intensification, en tout cas. Après, la question, c'est est-ce qu'on le fait quantitativement ou qualitativement. Quantitativement, voilà, il y a un principe de réalité pour nous aussi dans l'administration, de disponibilité des agents. Juste pour voir, l'inspection du travail aujourd'hui, ils sont sur un taux officiel de 0,8 ETP pour 10 000 travailleurs. Voilà, donc je vous laisse faire le calcul pour le maritime. Il y a une mobilisation vraiment qu'on peut saluer de la part de l'inspection du travail pour le maritime. Donc ça n'est jamais assez, mais c'est comme ça que voilà, c'est l'état des lieux de l'inspection du travail aujourd'hui. Et au niveau budgétaire, vous savez que ça ne va pas augmenter. Et j'avais une petite question pour rebondir par rapport aux listes d'équipage, justement lors de ces contrôles pour vérifier le rythme. On regarde le rythme juste côté France sur la ligne, parce que on pourrait imaginer que des bus soient affrétés pour amener ces mêmes personnels, je sais pas, par exemple, les amener en Irlande, faire à nouveau un 15-15 et au final... Ça, c'est un élément important que tu nous as partagé. Donc, du coup, en tout cas, pour ce qui est de l'intensité quantitative, voilà, elle est pas forcément réaliste. Donc, on va pas se dire que c'est une piste de travail aujourd'hui, ici. Ensuite, l'intensification, elle peut se faire de manière qualitative. Alors, juste au niveau du quantitatif aussi, on a les ports qui sont à bord de notre lutte contre le dumping social, les intérêts portuaires. Donc ça, c'est important à saluer. Qu'est-ce que le port side control peut mesurer? Non, je parlais des intérêts portuaires. C'est-à-dire que le port, quand même, son business, c'est d'accueillir des navires. Ah oui, voilà. La société portuaire du Détroit. Là. Un revenu. Aujourd'hui, on a vraiment tout le monde à bord. En fait, on l'a vu avec Christine Escutari, la présidente du Conseil supérieur de la marine marchande. Au moment où on a travaillé là, sur ce rapport sur le dumping social, donc on est tous soutenus, c'est-à-dire que les marins sont soutenus par le portuaire là-dedans, donc ça c'est important. Mais bon, pour autant, il faut faire attention aussi à l'activité. Donc en fait, un contrôle fréquent qui viendrait perturber l'exploitation portuaire, ça peut être aussi une ligne rouge. Pour autant, il en faut, et donc c'est vrai qu'on mise du coup sur le qualitatif et l'intensité. Le qualitatif, ça passe par ce que tu dis, c'est-à-dire que tous les signaux qu'on a de détournement de l'application de la loi LOGAC, voilà, ça en est un. C'est-à-dire que si à un moment donné, en fait, les marins se retrouvent à faire leur 14-14 et ensuite à être pris, pour être mis sur une autre ligne, pour ensuite revenir et qu'il n'y a pas eu de repos effectif à terre consécutif, ce qu'impose du coup la loi avec son décret d'application, on aura des moyens de demander des documents pour arriver à le prouver. Donc là, tous les signaux qu'on peut avoir,
on peut se les partager pour petit à petit être dans ce qualitatif. Nous, on est plus sur du qualitatif ciblé qui donne des décisions robustes, des sanctions robustes, qu'aller tout feu tout flamme et avoir quelque chose de très fragile. Et merci déjà pour tout ce travail. Est-ce qu'à la connaissance de l'État, les modes d'organisation des deux compagnies qu'on a citées tout à l'heure a changé au niveau société de manning, par exemple? Est-ce qu'ils ont rompu des contrats avec des sociétés précédentes? Est-ce que l'État le sait ou... Le contrôle qui est en train d'être finalisé en fait, fera apparaître un certain nombre d'évolutions de modalités d'exploitation et qui passeront vraisemblablement par ça. Enfin, on arrivera à documenter ça également. Donc, en tout cas, la pratique change, le message passe et les décideurs qui peuvent quelque part voir leur business plan et se dire est-ce que l'humain est vraiment le levier que je veux utiliser et qu'est-ce que je peux avoir d'autre. En fait, on sait que maintenant c'est posé sur la table de manière évidente. Okay. Deux questions. Une peut-être pour qui voudra bien répondre sur ce dispositif britannique qui ne prend pas en compte les temps d'embarquement. Est-ce que du coup ça le rend finalement pas à la hauteur des enjeux de se contenter de contrôler le salaire minimum? Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire qu'on est d'accord sur rien généralement avec les Britanniques, mais parce que culturellement on est très proches en distance, mais je m'interroge d'ailleurs sur le fait de savoir si on n'est pas plus méditerranéen que les Espagnols et les Italiens, donc forcément ça nous éloigne culturellement. Il y a toujours des conceptions qui sont diamétralement opposées sur les conceptions, le droit n'est pas le même, la conception juridique des choses n'est pas la même. Après, je pense que l'esprit derrière ça est le même. Peut-être qu'on aura des modalités qui seront un petit peu différentes, mais dans les faits, tout le monde veut avancer dans la même direction. Donc on verra comment les choses se mettent en œuvre, mais je ne suis pas très inquiet de ces différences-là. Une petite question, Anne, sur ce que disait David Marteau sur la possibilité éventuelle d'utiliser le dispositif d'état d'accueil dont on va parler, quand on va parler de Méditerranée, sur la question du transmanche. C'est possible? Pour être contrariante, je vais d'abord juste compléter par rapport au dispositif britannique. Donc c'est vrai que c'est un dispositif qui... Alors nous, on ne fait que la ligne régulière de passagers. Eux, en fait, ont embrassé le fret et le passager. Et en fait, ils ne sont pas sur des lignes identifiées comme nous, ils sont vraiment sur tous les navires accédant avec une certaine fréquence au territoire britannique. Ouais. Donc ça peut expliquer aussi pourquoi il n'aurait pas été très opérant pour eux, peut-être, hein, mais on peut en rêver, et ça peut être le lendemain en fait, de leur dispositif. Mais pourquoi ils ne sont pas allés non plus sur le rythme de travail. En plus, c'est un dispositif dans sa mise en œuvre qui repose sur l'autorité portuaire, avec une augmentation du coût d'escale. Et donc voilà, il y avait une pression aussi mise sur les ports qui n'est pas celle de notre dispositif. Et ensuite sur le détroit, donc alors l'état d'accueil. Moi la proposition je la trouve créative et intéressante, mais on se concentre vraiment. Donc bon, déjà en application du règlement 3577 92 qui fonde du coup toute notre réglementation, on va dire, faite dans la dentelle et qui arrive à l'état d'accueil, un état d'accueil aujourd'hui appliqué par la France de manière très ambitieuse, bien au-delà de tout ce que nos partenaires européens font et pour lequel aujourd'hui la Commission n'a pas encore engagé d'action. Donc voilà, je ne veux pas dire qu'il faut être discret sur le dispositif et ne pas chercher trop à l'étendre non plus là où on ne veut pas, mais voilà, il faut voir que c'est très ambitieux. Donc très ambitieux, je veux dire... veut dire qu'il peut y avoir un enjeu de robustesse du dispositif si on y touche trop. Mais donc, en tout cas, on est sur une liaison internationale entre France et Angleterre, malheureusement, et Royaume-Uni désormais. On n'est pas sur de l'intracommunautaire, donc ce ne serait pas robuste. Ce serait pas robuste, et on a aussi une préoccupation de proportionnalité de ce qu'on met en place, et donc qui a été mesuré dans le dispositif, le GAC. Et de justification par rapport à des intérêts économiques et sociaux supérieurs. Donc au niveau du calibrage, il y a une opportunité un peu calibrante une option à activer là-dessus. Et l'état d'accueil pour le transmanche ne s'applique pas aujourd'hui tel que l'état d'accueil existe dans le dispositif français qui est déjà très avec une interprétation très extensive. Et je pense que du côté des opérateurs économiques, il y a quand même un objectif de prévisibilité des choses. Et voilà, on serait dans de l'imprévisibilité de toute façon. Par contre, c'est le sujet en Méditerranée. Hein. Oui, alors en Méditerranée, sauf erreur, on avait évoqué l'idée d'une task force, parce que là, on est sur le dispositif état d'accueil qui à un moment avait été voulu dans une autre époque par la CGT, qui aujourd'hui considère qu'il est largement insuffisant. Où est-ce qu'on en est dans son application? Où est-ce qu'on est avec la task force?
Oui. Alors, justement, hier, le ministre de la Mer, Fabrice Leher, évoquait la déclinaison des actions contre le dumping social en Méditerranée. Et d'ailleurs, le président de la République, l'an dernier, aux Assises de Nantes, l'avait aussi demandé. Parce que s'il y a un vrai travail en Méditerranée. La vraie question, c'est la disparité entre les aides que perçoivent les États européens. Certains ont des aides, d'autres n'en ont pas. On est dans la concurrence entre des pavillons européens, oui, dont certains bénéficient d'un régime social bien plus favorable que le pavillon français. Tout à fait, on est en train de parler du dumping intracommunautaire. Oui, et alors... Donc là, une task force, comme tu disais, s'est réunie en Méditerranée sous Hervé Berville 2 fois, en 2023 et en 2024. On attend toujours. En tout cas, c'était la mise en place de cette task force. On ne va pas dire qu'elle s'est réunie. Parce que Anne, vous êtes venue vous-même à Marseille pour en parler aux partenaires sociaux. Mais au-delà de la venue, en fait, donc il y a vraiment une réalité. Donc, la prise de conscience politique, évidemment, en Méditerranée aussi. Voilà, la volonté de se mobiliser en faveur de la lutte contre le dumping social en Méditerranée, elle est réelle. On va au-delà de l'intention et des réunions. En fait, on a présenté, donc sous présidence du préfet Mirmande, et on a Christophe Lenormand, le directeur interrégional de la mer Méditerranée, qui est présent aussi. Voilà, donc on a un plan d'action très précis. Donc là, ce qui se passe en Méditerranée, c'est qu'on est typiquement alors, ça dépend de quelle Méditerranée on parle, mais je pense qu'on se concentre principalement sur la desserte de la Corse, hein, si on parle. En intracommunautaire pour l'instant, le Maghreb, c'est en train. Et donc on est vraiment dans ce cadre-là, dans l'état d'accueil. Donc d'un point de vue réglementaire, on a un dispositif tout à fait robuste qui existe, et on n'a pas de levier supplémentaire à avoir. Donc on a, voilà, on réglemente. Pour autant, les choses n'évoluent quand même. Donc il y a l'enjeu également des contrôles en Méditerranée. Donc là, la dynamique qu'on a évoquée tout à l'heure de formation, de stratégie commune, donc de formation commune, de séminaires communs. Le prochain, c'est au mois de décembre avec l'inspection du travail, donc Affaires maritimes et inspection du travail, de retour d'expérience aussi, de rétex pour cibler les points justement qualitatifs sur lesquels se concentrer. En fait, ça existe déjà, ça existe en Méditerranée. Voilà, on l'intensifie et ça fait partie de ce plan de lutte contre le dumping social en Méditerranée qui a été présenté sous présidence du préfet Mirmande. Ça, c'était l'été dernier. On a aussi, en complément donc, de la stratégie contrôle, des points qui ont été identifiés. Voilà, donc on questionne en fait le recours au registre BIS italien et on regarde les conditions, si en fait c'est une possibilité réellement sur toutes les lignes. Donc on a des points sensibles comme ça qu'on travaille. Ensuite, quelque chose d'important aussi, c'est de savoir que l'état d'accueil n'a de solidité que si les conventions collectives, conventions de branche, sont solides aussi derrière. Voilà. Donc du coup, ça relève moins de l'État et de sa réglementation que des partenaires sociaux qui viennent aussi rendre robuste sur des points précis, pas sur tout, mais sur des points précis, leurs règles du jeu. C'est par le biais justement du contrôle et de la mise en application des conventions collectives qu'on peut peut-être essayer de réduire cet écart de concurrence. Non, Moi, ce que je voulais rajouter, Thibaut, c'est que en Corse, ça fait des dizaines d'années, depuis la fin des années 90-2000, subit un dumping social avec un concurrent, pavillon italien, au registre international, toujours en Méditerranée. Le port de Sète, très dynamique dans son développement intermodal, va créer de l'appétence, va aiguiser les appétits des concurrents internationaux. On rajoute à ça le développement des EMR, des éoliennes. Il ne faudrait pas créer un hub de dumping social en Méditerranée. Tu as complètement raison, et vraiment c'est un objectif vraiment partagé et concrètement sur lequel il y a des actions. La compagnie à laquelle tu penses, en fait, est contrôlée. Quand elle est contrôlée, on ne trouve rien. Voilà. Donc il faut qu'on rende plus robuste. Alors, il y aura... Bonjour, monsieur Alpozzo. Question, monsieur. Je finis juste là-dessus. Et pour les EMR, donc, du coup, pour ce qui est des EMR, en fait, on a justement un dispositif législatif qui est venu aussi viser l'extension de l'état d'accueil aux EMR. Voilà, donc ça, c'est nouveau aussi. C'est un dispositif
voilà, qui est en train d'être mis en œuvre. Oui, alors je sais que tout ça, ça a été identifié dans la task force qui a été mise en place. Et juste pour terminer sur ce sujet, ça serait quand même dommage que par manque d'action sociale, tout ça profite au pavillon italien ou chypriote. Une question, monsieur Apozzo, mais on a un format court, hein, donc non mais on y va vraiment synthétique, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Je suis représentant des marins en Méditerranée pour la Fédération majoritaire CGT, représentant du personnel comme Madame Mesli, je vous remercie. Vous voulez un micro peut-être? Comme vous voulez, je vais vous donner un micro. Pas le mien. Merci beaucoup. On a participé aux travaux, on a rencontré les députés, on a rencontré notre administration de tutelle. On a obtenu l'exclusion du RIF sur le transmanche, on a même fait grève contre la concurrence déloyale pour les salariés sur le transmanche, nous en Méditerranée. Et je rappelle ici, comme ça a été dit aussi ouvertement, qu'il y a les lycées professionnels, il y a l'INSEM, c'est très bien, il y a aussi les lycées professionnels, parce qu'il y a des marins. Donc aujourd'hui, tout ce petit monde est menacé de perdre son emploi et on est des citoyens, c'est-à-dire qu'on vote et on paye nos impôts. Donc ça, il faut l'avoir à l'esprit aussi. Et quand dans notre propre pays, on autorise, vous avez parlé sur le tunnel sous la Manche, et vous avez raison de dire que les salariés, selon qu'ils vivent ou ils résident, comme au sein de l'Union européenne, on peut circuler au Royaume-Uni ou en France, selon leur choix et selon par rapport à leurs compétences et leurs diplômes, on les recrute, ils ont un contrat de travail avec un salaire, des droits sociaux, comme n'importe quel salarié, à terre. Mais où est-ce qu'on a vu? On est comme sur la mondialisation, le transport de marchandises, ok, il n'y a pas de débat, c'est comme ça. Mais quand on parle de lignes régulières nationales, au cabotage national ou réglementées sur le transport à passagers qui ont été exclus du registre international français comme entre la France et le Royaume-Uni, et dans le règlement cabotage que beaucoup de gens connaissent ici, il y a les règles d'établissement à l'article 8, puisque notamment au Danemark, vous parlez de DFDS, on s'est renseigné nous aussi. Au Danemark, le registre international n'est pas prévu sur le cabotage et les îles, notamment Féroé, Groenland et les ports intérieurs au Danemark. Et on est sous pavillon danois et contrat danois. Ce que demande la CGT, c'est de... Non, mais attendez, donc déjà que tout le monde comprenne qu'intellectuellement, juridiquement, il n'y a aucun obstacle entre la France et le Royaume-Uni à imposer la règle d'établissement, que ce soit dans le règlement communautaire 3577-92 sur les liaisons intérieures franco-françaises, donc par exemple entre la France et la Corse, et sur les lignes internationales comme entre la France et le Royaume-Uni, d'autant qu'il y a un accord de coopération. Après, je vais venir maintenant donner un exemple, après je m'arrêterai. Un exemple concret que tout le monde entend ici. Le décret état d'accueil, pour ceux qui connaissent bien la maritime, on l'a en Méditerranée. Il existe depuis 1999. C'était une revendication de la CGT. 25 ans, monsieur Teilhard. 25 ans. En 25 ans, combien de contrôles? Quelle honte! Quelle honte! Pas grand-chose. Et contrairement à ce qui est dit à la tribune, parce qu'après, quand on ment, j'ai reçu l'inspection du travail à Ajaccio, nous sommes allés la rencontrer, maritime. Elle a fait son travail. Ils ont fait des contrôles. Ils ont constaté les infractions. Elles ont été remontées au préfet. Aucune procédure n'a été engagée contre les armateurs. Ils ont Corsica Ferry, qui a dégazé au large du Cap Corse, qui a touché 400 millions d'euros, comme ça on est tous des contribuables, 400 millions d'euros. C'est un autre sujet encore aussi. Oui, mais quand on est installé à l'étranger et qu'on vient pour détruire l'emploi, polluer, enfin, on parle beaucoup d'environnement, et comme ça a été dit justement à juste titre par Madame Mesli, mais tout est lié. Hier, le ministre il a dit tout est lié dans la mer. Parce que quand les compagnies, elles sont mises en difficulté par les compagnies low cost qui pratiquent le dumping social, qu'elles ne peuvent plus changer les bateaux, qu'elles annoncent des mesures sociales, voilà, c'est aussi lié à l'environnement, à la filière, à l'emploi. Ok, merci. Donc, merci juste pour terminer, sur les contrôles en Méditerranée, les inspecteurs du travail maritime, ils ont relevé les infractions. C'est l'administration avec les préfets qui n'ont engagé aucune procédure, aucun navire arrêté, aucune sanction pénale, aucune sanction administrative, rien du tout. Voilà, donc c'est ça la République française d'aujourd'hui, ça fait 25 ans que ça dure. Donc le décret état d'accueil ne marche pas, ne rêvez pas sur le transmanche, vous pouvez le revendiquer, c'est que du papier, ça ne marche pas. Ce qui marche,
C'est la règle d'établissement. Quelle est la... Pardon, monsieur Albo, la règle d'établissement. C'est quoi la question? Parce que j'ai pas compris quelle était la question. Non, mais la question, c'est que tout le monde sache. Non, mais une question à nous poser à nous. Ah non, à vous, j'ai pas de question. Ah, il n'y avait pas de question, d'accord. Non, la question que j'ai à vous poser, monsieur Charlot la connaît très bien, et on l'a partagée d'ailleurs. La question à vous poser, c'est que ça a été dit. Je ne savais pas qu'il y avait Chypre entre la France et le Royaume-Uni, comme je ne savais pas qu'il y avait Chypre, par exemple, entre la Corse, où on n'a pas ce problème-là, mais on a le pavillon international italien. Ou d'ailleurs, les syndicats italiens qui pratiquent la complaisance pour justement aller gagner, comme vous dites, des parts de marché et nous mettre au chômage, eux, ils ne déclarent pas leur pavillon de complaisance, alors que le registre international est interdit sur les liaisons françaises. Allez-y, monsieur Alpozo, demandez quelque chose qu'on puisse répondre. Mais la question, elle est simple. Je peux dire ce qu'a dit monsieur Rouet et monsieur Charlot quand on a eu cette réunion chez Armateurs de France. Ils ont dit, quand on avait le pavillon, et d'ailleurs DFDS est vertueux, on a pris votre modèle en exemple. DFDS, ils ont du pavillon britannique pour les qui sont installés là-bas et du pavillon français premier registre, où les congés des salaires sont équivalents pour les navigants britanniques comme les navigants français. Et donc, avant qu'ils viennent pieds-à-nus sous pavillon chypriote, économiquement et socialement, il n'y avait pas de problème pour les armateurs sous pavillon français premier registre. Avec un équilibre, il n'y avait pas de place pour un opérateur supplémentaire, et l'offre était suffisante, et il n'y avait pas de problème économique, et par conséquent, pas de problème social, parce qu'on a fait quand même plan vital chez Britannique Ferry, avec 500 départs qui ont été déguisés avec de l'argent public, si on veut tout se dire. Donc, on va jusqu'au bout. Donc, on sait très bien que pavillon britannique et pavillon français, ça marche. Encore une fois, il n'y a pas de... Parce que vous voulez, même les armateurs français, on est dans la libre concurrence des pavillons. Tant qu'on n'aura pas tranché ce débat, y compris au niveau de la construction européenne, où normalement, on vient s'établir dans un autre État membre, dans les conditions du pays où se déroule l'activité. C'est vrai pour les entrepreneurs et c'est vrai pour les salariés. C'est parce que vous autorisez n'importe quel pavillon, et donc le dumping fiscal et le dumping social. Et la loi Le Gac, elle a légalisé ça. Voilà ce qui a été fait. Donc, il est temps encore de revenir en arrière. Il faut se parler, on est en famille ici, comme on dit. Il est temps de revenir en arrière parce que ce qui est en train de se passer, moi, je suis pas, vous savez, je suis bientôt fini, je suis bientôt 54 ans. Je suis inquiet pour les jeunes qui arrivent derrière. On va fermer les lycées maritimes si ça continue. Mais par contre, ce que je peux vous dire aussi, c'est que ça, on n'a pas peur, on est en colère. Et ça a été dit par Mme Mesli qui a les informations comme nous. On est attaqué maintenant par GNV au départ du port de Sète sur les liaisons régulières avec l'Afrique du Nord et ils ne sont pas sous pavillon marocain, algérien ou tunisien ou pavillon français premier registre. Parce qu'entre deux pays, on prend un pavillon d'un ou l'autre pays. Non, ils viennent sous pavillon international. Mais il n'y a pas l'Italie entre Sète et le Maroc ou entre Sète et l'Algérie. Et vous l'autorisez, vous ne le contrôlez pas et vous ne respectez pas la règle d'établissement et le décret d'exclusion du RIF de la Méditerranée qui prévoyait qu'entre les ports de l'Union européenne et un port français, il ne soit pas autorisé le registre international italien. Vous parlez de réciprocité. On ne peut pas autoriser un registre international étranger et interdire le RIF dans les autres ports de l'Union européenne. Du coup, merci monsieur Alpozo. Je ne pourrais pas répondre à tout, mais pour ce qui est en tout cas de l'état d'accueil en Méditerranée, donc il a été évidemment densifié, puisqu'en fait on l'étend aux EMR. Les contrôles en fait s'organisent, donc c'est le même processus que pour le transmanche avec de la formation, de la maritimisation des inspecteurs du travail maritime, donc dans une logique de qualité. On ne peut pas préjuger des résultats de son application. En tout cas, ce qui est sûr, comme on le disait tout à l'heure, c'est qu'on a un préfet PACA, ce qui est quand même pas rien, très mobilisé, très attentif au sujet et avec qui attend aussi des actions concrètes et qui fera un bilan en fait de mise en œuvre dans les mois à venir. Je ne peux pas répondre sur chaque... En tout cas, il n'y a pas de mensonge, monsieur Alpozo, c'est assez important, quand même. Ce que je voulais dire... C'est-à-dire que les contrôles, ils auraient étonné. Les inspecteurs de travail maritime, je dis devant tout le monde, du commandant jusqu'au dernier membre d'équipage, au contrat au voyage, pas de CDI à bord, les temps de repos pas respectés, les heures supplémentaires pas payées, l'inspecteur du travail, il a dû embarquer. Le préfet a refusé d'immobiliser le navire, il a dû embarquer. C'était quand ça? C'était parce que là on est dans une autre... S'assurer que les chefs mécaniciens, les officiers de quart et le commandant, ils aient les 6 heures de repos à bord. En pleine saison sur Corsica Ferry. Et vous dites devant tout le monde que quand vous êtes allé à bord, tout était en règle. Non, la vérité c'est que vous le couvrez. Voilà. Et que le secrétaire général de l'Élysée, tout le monde sait ici... Ah non, mais ça c'est un autre sujet, on ne parle pas de monsieur Colère, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Peut-être...
Moi, ce que je voulais dire pour résumer, la vraie question, c'est les contrôles, le respect des normes d'état d'accueil. Bon, on a bien compris que c'était le Far West en Méditerranée. Le Far West, certainement, mais on va essayer d'être positif quand même. Ça semble quand même. Peut-être qu'à une époque, les contrôles étaient insuffisants ou ne donnaient pas de suite, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, on est passé quand même à une étape un peu plus... Et je redis ce qui était un petit peu dit tout à l'heure, c'est que voilà, il y a une logique de fondement des contrôles aussi pour que les sanctions puissent être robustes. Et encore une fois, voilà, au bout de l'état d'accueil, il y a les conventions collectives. C'est au regard du contenu des conventions collectives en vigueur et étendues que les décisions peuvent se prendre. Donc il y a aussi un axe des partenaires sociaux là-dessus. Peut-être pour ne pas durer plus longtemps, je pense que c'est important quand même qu'on garde tous une vision macro dans ce genre de format, parce qu'on peut aller dans le détail de chaque ligne, chaque compagnie, mais en fait, je ne suis pas certain que ce soit le lieu où on arrivera à tout résoudre. Mais par contre, je pense qu'on a aussi besoin des corps intermédiaires sur ces sujets-là, et je ne sais pas dans quelle mesure il existe ou il devrait y avoir davantage de coordination européenne. On parle souvent de l'international. Est-ce que l'européenne n'est pas aussi un axe peser sur un certain nombre de sujets. Moi, je pense qu'on a besoin d'engagement à ce niveau-là, et j'ai d'ailleurs l'occasion de le répéter souvent lorsque je préside le CSE. Monsieur Ducrot le sait, il me regarde. Et je pense que là-dessus, on a aussi besoin de vous. Et peut-être un dernier point. Alors, Madame Legregeois n'a pas du tout de moi pour être défendue, loin de là, parce que je pense qu'elle a beaucoup plus de caractère que moi, et elle est beaucoup plus intelligente aussi. Et elle est très forte. Et je trouve qu'on a toujours un rapport un peu schizophrène avec... on dit toujours qu'il y a trop de fonctionnaires dans notre pays et qu'on paye trop d'impôts et qu'il y a trop de dépenses publiques. Et en même temps, on voudrait que les services de l'État répondent à tout le temps, et si possible, sous 3 semaines. Donc voilà, il y a des choses qui sont... On va dire que c'est un sujet qui tient à cœur des marins, bon, ouais, mais parce que c'est leur job, et c'est eux, effectivement, qui sont sous pression sociale. Donc s'il y a une autre question dans la salle, on peut la prendre. Anne, merci de ce rappel. C'est d'ailleurs un point fort de la réunion de juillet sur les conventions collectives. Je tiens à dire, ça a été dit par Léla tout à l'heure. L'équilibre des temps d'embarquement, temps de congé et temps de repos, ça se fait par la Manche, sans aucun problème, on a chacun de bord. Si derrière on a des textes forts au niveau des conventions collectives, le travail des inspecteurs dans les ports sera beaucoup plus simple. La branche peut le faire. Si pour les armateurs c'est trop gros d'envisager ça sur l'ensemble de la flotte, on peut d'abord travailler sur les ferries. Mais franchement, c'est extrêmement simple. Ça, c'est une conclusion très importante entre les deux. Merci Anne, en tout cas, pour le travail qui est fait. Merci infiniment pour ça. Et d'une manière générale, c'est vrai que l'expertise et les échanges qu'on peut avoir avec les organisations syndicales sont vraiment indispensables. C'est ça qui des fois un peu vif, on a compris. C'est ce qui fait toute la différence. Le vif, et quand on en sort quelque chose, c'est vraiment pas une difficulté, on aime bien aussi. Voilà, quand c'est la pourrie, c'est un peu plus compliqué. Au niveau juste un tout petit compliment, compliment aussi, mais merci à tous, mais complément sur la stratégie européenne. Stratégie européenne, en fait, évidemment, au sein de la Direction Générale des Affaires Maritimes, c'est aussi un axe de travail. Donc on a dans le viseur ce règlement 3577-92, évidemment, et son évolution. On a en fait des actions aussi systématiques quand on se réunit entre directeurs des affaires maritimes. Jean-Philippe Quito, qui est là aussi, qui s'occupe des flottes et des marins, porte le message à chaque fois. On n'a pas beaucoup de soutien. On a la Belgique qui peut éventuellement nous soutenir. Le meilleur soutien qu'on ait en général, c'est quand nos opposants se contentent de froncer les sourcils au lieu de lever le bouclier. Je pense que c'est pareil pour Armateurs de France au sein de son association européenne l'EXA. Voilà, et pourtant, en fait, Armateurs de France, donc Jean-Philippe Casanova et maintenant Laurent Martins, en fait, montent au créneau en permanence à l'EXA sur le sujet de la lutte contre le dumping social avec différents axes. C'est pareil au niveau de l'organisation internationale ICS. Voilà, et on sait qu'au niveau des organisations syndicales, en fait, dès que vous le pouvez aussi, et continuez à le faire, au niveau de ETF et de ITF, voilà, il faut vraiment monter le sujet du dumping social dans sa globalité et si possible aussi dans ses détails, haut pour que les lignes bougent. Voilà, on peut imaginer que la Commission européenne, concrètement, en fait, est pour mission de satisfaire des États membres, mais pas des États isolés. Et en tout cas, elle a une écoute aussi très attentive aux organisations syndicales et aux messages qui lui sont portés par eux. Donc, nous, on est en ordre de marche là-dessus. On a des équipes qui sont dédiées à la stratégie européenne et internationale, mais en l'occurrence avec le vecteur européen. Et tu as raison, c'est indispensable qu'on ne reste pas juste entre nous. Merci. Je ne sais pas si on doit rendre la salle ou pas, si une dernière question peut-être. Oui. Vous dénoncez les pratiques de
Irish Ferries, mais par contre, vous avez un accord de réciprocité avec lui. Un échange commercial, enfin, c'est faux ça. Alors on n'en a plus, puisque l'accord a été dénoncé en août dernier. Mais en fait, c'est toute la difficulté entre la pureté du modèle social que l'on voudrait proposer et la réalité économique qui est celle du Détroit et qui est celle de n'importe quelle entreprise à n'importe quel endroit. Et c'est un peu étrange. ouais, non, mais alors non seulement c'est étrange, et en plus de ça c'est difficile. Et je pense que mon rôle, c'est d'essayer de trouver une ligne de crête entre tout ça. Et vous avez raison, ça peut poser question. Bon, il se trouve que c'est plus le cas, donc ça m'enlève une épine du pied. Mais pour autant, je vous le dis, le Space Charter s'est arrêté, désolé pour l'anglicisme, parce qu'on a jugé... Accord d'échange d'espace. Voilà, parce que les conditions n'étaient plus réunies. Est-ce que, si les conditions se posent à nouveau, on y retournera? Je ne vous dis pas non. Voilà, donc je ne veux pas qu'on m'accuse de mentir dans 6 ou 8 mois. Mais encore une fois, il y a le modèle, il y a la perfection, et après il y a la façon dont ça se déploie. Enfin voilà, c'est difficile, mais je préfère qu'on ait un modèle économique qui soit solide, quitte à avoir des arrangements comme celui-ci, et derrière pouvoir payer notre modèle social et le faire sans argent public du tout. Je pense que c'est plus sain comme ça. Ok, merci beaucoup à tous les quatre, parce que je m'aperçois avec horreur qu'on est très en retard. On va rendre la fin. Voilà. Merci.